Est-ce que c'est la fin pour nous les créateurs de contenu? Est-ce que l'intelligence artificielle va tous nous remplacer? Est-ce qu'on va tous mourir? Est-ce que c'est foutu? Est-ce que bientôt nos clients n'auront plus besoin de nous? Est-ce que l'intelligence artificielle va être capable de créer du meilleur contenu que nous? J'ai pas de boule de cristal. Tout ce que je vais partager dans cette vidéo ne sont que mes idées, mon opinion, c'est des spéculations, vous en faites ce que vous voulez. Je vous dis pas que ça va se passer comme ça, moi c'est comme ça que je vois les choses en tout cas. La meilleure introduction pour cette vidéo, c'est mon petit frère, l'un de mes petits frères qui me l'a donné récemment. Lui est illustrateur, dessinateur, graphiste, enfin bref, il dessine. Et je lui disais, qu'est-ce que t'en penses toi de l'IA? T'as pas peur que l'IA te remplace un jour quand tu vois déjà aujourd'hui les générateurs d'images? Bon, c'est pas encore tout à fait au point, mais on peut quand même imaginer que d'ici quelques mois ou quelques années, on puisse générer vraiment avec précision exactement les images qu'on veut, avec les détails qu'on veut, dans le style qu'on veut, etc. Et je lui disais, t'as pas peur que ça te remplace en fait, tout simplement. Il m'a dit quelque chose d'intéressant, c'est que quand la photographie est apparue au 19e siècle, début, milieu du 19e siècle, il y a plein de gens à l'époque qui criaient à la mort des peintres, ça y est, la peinture c'est terminé, c'est la fin. Si la technologie est capable de reproduire plus fidèlement, avec plus de détails, la réalité que le peintre ne sert plus à rien. À l'époque, il y a beaucoup de gens qui ont pensé ça. Et finalement, rétrospectivement aujourd'hui, 2 siècles plus tard, je pense qu'on peut affirmer que ces gens-là se trompaient et que non, la technologie n'a pas remplacé l'humain complètement. Non, la photographie n'a pas tué la peinture. Il suffit de regarder les chiffres du marché de l'art. Le marché de l'art en 2022, c'est 65 milliards de dollars. Évidemment, ce n'est pas que de la peinture, mais c'est une grosse partie en grosse partie de la peinture. Et une autre data intéressante sur le sujet, c'est que les 10 œuvres d'art qui ont été vendues les plus chères de l'histoire dans le monde entier, déjà c'est que des tableaux, des peintures, et en plus de ça, à part la première qui est un Léonard de Vinci, c'est Salvator Mundi, qui a été vendu 425 ou 450 millions de dollars, qui est quand même pas mal quoi, et qui date donc des années plus ou moins 1500, toutes les autres, donc les 9 autres, ont toutes été créées après l'apparition de la photographie. C'est Gauguin, c'est Cézanne, c'est Andy Warhol, c'est Picasso évidemment. Ce sont tous des peintres qui sont arrivés après l'apparition de la photographie. Donc je pense que rétrospectivement, on peut affirmer que non, la photographie n'a pas tué la peinture, au contraire, elle est venue la compléter. Ici, avec l'intelligence artificielle, comme pour chacune des révolutions technologiques qu'on a pu vivre, il y a toujours les deux mêmes questions. La première, c'est qu'est-ce que l'humain est capable d'amener en plus que la technologie? Et quand je dis en plus, c'est deux choses. Qu'est-ce que l'humain est capable de faire de mieux que la technologie? Que l'humain est capable de faire de meilleure qualité que la technologie. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que l'humain est capable de faire de différent de la technologie que la technologie n'est pas capable de faire. Si la réponse à ces deux questions, c'est rien, si l'humain n'est capable de rien faire de différent ou de mieux que la technologie, alors le métier en question meurt. Effectivement, il y a plein de métiers qui ont été tués par la technologie au fil des années. Rien que la révolution Internet a tué évidemment plein de métiers. Et à l'époque, avec la photographie, eh bien, il se trouve que les peintres ont trouvé mieux et différent à amener par rapport à la photographie. À l'époque, pour la petite anecdote, les familles riches qui voulaient des portraits, plutôt que de demander une photographie, préféraient payer plus cher un peintre. Pourquoi? Parce que ça leur permettait de supprimer les imperfections. L'une des problématiques pour ces gens-là de la photographie, c'est que la photographie reproduisait toutes les imperfections, captait toutes les imperfections. Le peintre pouvait, lui, les épurer, les supprimer, que ce soit les imperfections d'un vêtement, du visage, etc. Et donc, les gens préféraient le service d'un peintre à ce moment-là et étaient prêts à le payer plus cher, en fait. C'était un peu le Photoshop ou le FaceApp de l'époque, en quelque sorte. Et je trouve ça très intéressant, parce qu'en fait, c'est aller trouver un espace vierge, qu'on appelle un white space, dans ce qu'amène la technologie. Aller trouver ce qui ne fonctionne pas ou mal dans ce qu'amène la technologie, et nous, en tant qu'humains, venir taper là-dessus, l'étirer, l'exacerber, pour se rendre indispensable à côté de la technologie, en fait. La deuxième chose, la deuxième question, c'est comment l'humain peut utiliser cette nouvelle technologie qui est là, qui existe de toute façon. Comment est-ce qu'il peut l'utiliser à son service pour améliorer
son travail, pour améliorer son art, pour faire un travail de meilleure qualité, pour être peut-être plus productif, pour aller plus vite, pour faire mieux en tout cas de ce qu'il fait déjà. Et c'est également ce qu'ont fait les peintres à l'époque, ils se sont mis à utiliser la photographie pour être meilleurs, en fait, pour faire de meilleures peintures, notamment pour pouvoir mieux analyser le jeu d'ombre et de lumière, mais aussi, évidemment, au lieu d'avoir quelqu'un qui pose pendant des heures et des heures devant toi pour toi le dessiner, il pouvait tout simplement prendre la personne en photo, puis le dessiner tranquillement, sans que la personne bouge, etc., donc de manière plus précise. Donc, ils ont réussi à mettre la technologie au service de leur travail. Et aujourd'hui, pour nous, les créateurs de contenu, les questions qu'on doit se poser, c'est encore exactement les mêmes. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous, créateurs humains, on peut amener de plus que l'intelligence artificielle n'est pas capable d'amener? Qu'est-ce qu'on peut amener de mieux ou de différent? Et comment est-ce qu'on peut mettre l'intelligence artificielle à notre service pour produire du meilleur contenu? Pour commencer, il faut qu'on soit tout à fait lucide sur ce qu'est la réalité. Le phénomène est là, ça existe, l'IA est là, on ne peut pas le nier. Et la réalité, c'est quoi? C'est que si ce n'est pas déjà le cas, d'ici quelques mois, quelques années grand maximum, mais je pense quelques mois, l'IA sera capable de générer un business entier de contenu en cliquant sur un simple bouton. On peut tout à fait imaginer que dans quelques mois, disons, quelques années maximum, il y a des services. Tu arrives sur un site, tu payes, tu cliques sur un bouton et l'IA te génère un business de contenu entier en quelques secondes, quelques minutes maximum. C'est-à-dire qu'elle te génère un site web avec des centaines et des centaines d'articles, des landing pages, des formations, te génère le plan des formations, tout le contenu des formations, des publicités, du contenu pour les réseaux sociaux, écrit, audio ou même vidéo, parce que déjà aujourd'hui il y a des générateurs de vidéos, donc évidemment que l'IA peut ou pourra générer du contenu vidéo sans problème, et tu pourras avoir comme ça des business qui seront créés en un claquement de doigts, juste par IA, quoi. Je veux dire, ça c'est la réalité. Mais quand tu regardes bien, qu'est-ce que ça a de fondamentalement nouveau par rapport à ce qui existait déjà? Il y avait déjà auparavant des gens qui font ce que moi j'appelle du marketing industriel, du contenu industriel, et de l'autre côté des gens qui sont plus des artisans de la création de contenu, qui font du marketing artisanal. J'avais déjà même fait un article à l'époque, il y a 2-3 ans, sur ce sujet-là. Et c'est pas un phénomène qui est nouveau, si tu veux. Toujours des gens d'un côté qui considèrent la création de contenu comme un truc qu'on fait à la chaîne comme ça. On fait des contenus à la chaîne. Le but, c'est d'en faire le plus possible pour toucher le plus de monde possible, le plus vite possible, faire le plus de pognon possible, le plus rapidement. Et d'un autre côté, tu as les artisans de leur thématique qui sont plus des vrais passionnés, des gens qui aiment faire du travail de qualité, du contenu de qualité, qui mettent du cœur dans ce qu'ils font, qui ont envie d'être fiers de ce qu'ils font et pas juste d'avoir du profit. Et je veux dire, les deux existent en fait. Ça, c'est pas nouveau. Et ce que va changer, si tu veux, l'intelligence artificielle, c'est juste, à mon sens, qu'elle va permettre aux créateurs industriels d'aller plus vite et certainement d'élever peut-être à terme leur niveau de qualité. Parce que même si pour le moment, le contenu qui est généré par ChatGPT, etc., très honnêtement, c'est assez peu qualitatif. Je veux dire, il régurgite juste des banalités. C'est pas de la grande qualité, mais je suis à peu près convaincu que le niveau va s'élever et qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle générera du contenu en termes de qualité, de meilleure qualité que le contenu médiocre des créateurs industriels aujourd'hui. Donc peut-être qu'ils gagneront en qualité, ce qui est pas mal finalement d'élever un petit peu le niveau du contenu sur le web. Mais il n'empêche que c'est pas nouveau, il n'empêche qu'il y avait déjà des industriels et des artisans de la création de contenu. Et moi, si tu veux, je suis pas là pour te dire que c'est bien d'être d'un côté ou de l'autre, je suis pas là pour faire des jugements de valeur, je m'en fous, puis je suis personne pour avoir des considérations éthiques, morales, chacun fait ce qu'il veut. C'est pas mon affaire, si tu veux. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des gens, une catégorie de personnes qui va acheter du contenu industriel. De l'autre côté, tu as toute une catégorie de l'audience qui va rejeter ça en bloc et qui va acheter plutôt du contenu artisanal. Et en fait, il est là mon point. Je pense que c'est une erreur de croire que l'intelligence artificielle peut remplacer tous les créateurs de contenu. Déjà, premièrement, pour une raison technique, c'est que l'IA, il faut bien l'alimenter. Pour alimenter l'IA, il faut bien que des gens créent du nouveau contenu. Ou alors, peut-être qu'un jour, l'IA sera capable de lui-même créer du nouveau contenu qui auto-alimentera l'IA, j'en sais rien. Mais je pense que pour le moment, en tout cas, de mes connaissances, il faut bien du contenu pour alimenter l'IA. Donc, premièrement, techniquement,
il faudra bien des créateurs pour créer ce contenu. Et deuxièmement, surtout, pourquoi je pense que c'est une erreur de penser que l'IA va remplacer les créateurs de contenu? Parce qu'on oublie une question fondamentale, c'est que veulent les gens en fait? Qu'est-ce que veulent les gens? Et les gens ne veulent pas tous du contenu industriel. Les gens ne voudront pas tous du contenu créé par une intelligence artificielle. Il y a des gens qui voudront du contenu humain créé par un humain, du contenu artisanal. C'est pas parce qu'il y a des produits industriels aujourd'hui qu'il n'y a plus de produits artisanaux. L'industrie n'a pas tué l'artisanat. Tout simplement parce qu'il y a différentes catégories de personnes qui achètent différentes catégories de produits. Tu as des gens qui vont acheter du chocolat Milka. Et à côté de ça, tu as des gens qui vont aller acheter du super chocolat chez un chocolatier qui vont payer beaucoup plus cher pour avoir un produit artisanal, si tu veux. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas parce que Milka est arrivé que les chocolatiers n'existent plus. Aujourd'hui, l'homme le plus riche du monde, c'est Bernard Arnault. Bernard Arnault, qu'est-ce qu'il vend? Pour simplifier, des sacs Louis Vuitton à 5000 balles. Or, un sac peut être créé pour 10 balles, industriellement, et vendu pour 20 si tu veux. Mais le fait est que c'est pas les mêmes personnes qui vont acheter un sac à 20 balles ou un sac à 5000 balles, si tu veux. Les gens n'achètent pas juste le sac, en fait. Les gens achètent un imaginaire, les gens achètent une histoire, les gens achètent un statut, les gens achètent un niveau de qualité plus élevé, ou du moins une idée de qualité plus élevée, et les gens achètent surtout une identité. C'est-à-dire que quand tu achètes un produit, tu fais une affirmation sur ton identité, sur qui tu es. L'un des concepts les plus importants, à mon sens, en marketing, qui nous vient de Seth Godin, qui est « People like us do things like this ». Les gens comme nous agissent de telle manière. Les gens comme nous font des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on se met mentalement dans une catégorie, on s'identifie mentalement à un type de personne. Les gens peuvent se dire que, par exemple, les gens comme moi consomment des produits bio. Les gens comme moi ne prennent pas la voiture, prennent le vélo. Les gens comme moi achètent un sac Louis Vuitton et portent des vêtements de luxe. Ou les gens comme moi, à l'inverse, achètent les vêtements le moins cher possible. Les gens comme moi portent une Rolex, les gens comme moi, tu vois, on s'identifie en fait. Et ce qu'on peut tout à fait imaginer, c'est que tu as toute une catégorie de la population qui s'identifiera au fait de consommer du contenu sans IA. Au même titre qu'il y a des gens qui se disent les gens comme moi consomment du bio et non pas des produits industriels, au même titre qu'il y a des gens qui se disent les gens comme moi achètent des produits faits main plutôt que des produits industriels, des gens qui achètent des produits sur mesure plutôt que du prêt-à-porter. En fait, il y a plein de domaines comme ça où les gens sont prêts à payer plus cher pour avoir un service qui soit différent ou meilleur que ce que la technologie est capable de créer. Et je pense que ça peut tout à fait arriver pour le contenu. Je pense qu'il y a des gens qui seront prêts à payer beaucoup plus cher pour avoir du contenu humain qui ne soit pas du contenu créé par intelligence artificielle. Et c'est la simple loi de l'offre et de la demande. Comme il y aura de plus en plus de contenu créé par intelligence artificielle, le contenu humain va tendre à se raréfier, et ce qui est rare est cher, tout simplement. Donc en fait, il y aura certainement, en tout cas c'est ce que je pense, un premium au contenu humain par rapport au contenu créé par intelligence artificielle. Il y a une autre erreur à ne pas commettre selon moi, c'est de confondre la valeur et l'information. De confondre les deux. Quand on dit apporter de la valeur, c'est pas apporter simplement de l'information utile. L'information utile, ça vaut rien. Ça se trouve partout sur Google, c'est gratuit sur le web. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc à l'époque. Si tu étais déjà là sur le web, tu t'en souviens, c'est quand il y a eu les plateformes comme Udemy, Skillshare, etc., qui ont commencé à faire du bruit. Il y a plein de gens qui disaient ouais, c'est la fin des formateurs en ligne parce que sur Udemy, sur Skillshare, tu peux trouver des formations sur tous les sujets pour 10 balles, pour 20 balles. Et du coup, les formateurs indépendants qui vendent des formations plus chères que ça, c'est terminé, plus personne achètera leurs produits. Finalement, encore une fois, a posteriori, tu te rends compte que qu'est-ce qui s'est passé depuis? Le prix des formations n'a fait que monter en flèche. Je ne sais pas si tu te souviens, moi je suis arrivé sur le web en 2017. À l'époque, une formation à 200-300 euros, c'était déjà le haut du panier, quoi. Aujourd'hui, une formation à 200-300 euros, c'est un prix moyen qu'on a l'habitude de voir partout. Et ça choque plus personne d'avoir des formations à 500, à 1000, à 2000, voire à 5000 euros, et même plus
sur le marché américain, ça ne choque plus personne. Le prix des formations est monté en flèche, alors qu'il y a quelques années, on nous disait Udemy, machin, ça va tuer les formateurs. Évidemment pas. Pourquoi? Parce que les gens n'achètent pas de l'information, en fait. C'est pas pour ça que les gens payent. Et la valeur, quand on dit apporter de la valeur, encore une fois, c'est pas l'information pure. La valeur, c'est plus que ça. La valeur, c'est notamment des grandes idées, des insights que tu vas apporter, qui ne sont pas de la pure information, mais qui sont des idées nouvelles, différentes, une autre façon de percevoir les choses, des déclics que tu vas créer chez les gens, qui sont bien plus puissantes que de l'information pure, en fait. De la valeur, c'est quoi? C'est aussi l'énergie que tu vas partager dans tes contenus, que tu vas donner aux gens qui te suivent, la motivation que tu vas partager avec eux, la philosophie, ta philosophie de vie, ta façon de voir le monde, de voir les choses que tu vas partager avec ton audience. C'est évidemment les histoires que tu vas raconter, les expériences vécues, les anecdotes que tu vas raconter à ton audience. Et ça, je vois difficilement aujourd'hui comment une intelligence artificielle pourrait le faire, tout simplement parce qu'elle ne vit pas elle-même d'histoires, d'anecdotes, etc. Alors tu me diras, évidemment, elle pourra régurgiter, elle peut déjà le faire, je pense, inventer des histoires basées sur d'autres histoires trouvées sur le web, faire un mix et inventer des histoires. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo d'Hormozy là récemment sur l'intelligence artificielle, j'ai trouvé cette vidéo excellente et il soulève une question intéressante qui est qu'il y aura fondamentalement, c'est certain, des faux influenceurs bientôt, qui seront créés de toutes pièces, qui seront des gens qui n'existent pas, qui donc, eux, raconteront des histoires générées par intelligence artificielle. La question, c'est est-ce que ces influenceurs auront le même impact sur les gens que si leurs histoires avaient été réelles, que s'ils avaient vraiment vécu ce qu'ils racontent en fait. On peut se poser la question pour quelqu'un qui est très influent aujourd'hui, disons, prenons un type comme Andrew Tate par exemple. Est-ce que tu penses qu'il aurait eu le même niveau d'influence qu'il a aujourd'hui si c'était une intelligence artificielle et qu'il n'avait pas vraiment vécu tout ce qu'il raconte. Alors si on va encore plus loin dans le délire d'Hormozy, on peut même s'imaginer que Tate est une IA et qu'on ne le sait pas, que c'est une IA envoyée par des aliens aujourd'hui. J'ai adoré ce passage de la vidéo d'Hormozy où il plante cette petite graine. On peut s'imaginer que c'est le cas pour Tate. Ça expliquerait pas mal de choses honnêtement, ça expliquerait notamment sa putain de capacité à parler sans préparation, de manière fluide, à enchaîner comme ça, sans jamais bégayer, sans jamais faire à trouver toujours ses mots très rapidement, etc. C'est quelque chose qui est super dur à faire, quoi. Il y a très peu de personnes qui sont capables d'avoir ce niveau d'éloquence et de fluidité dans le discours. Donc, peut-être que ça pourrait s'expliquer de cette façon. Mais plus sérieusement, la question, c'est est-ce qu'on a besoin qu'une histoire soit vraie pour la croire ? Est-ce qu'on a besoin qu'une histoire soit vraie pour être impacté, motivé, enthousiasmé par cette histoire ? Est-ce qu'un type comme Tate aurait eu autant d'influence qu'il l'a aujourd'hui si il n'avait pas été réel et si ce qu'il a vécu n'avait pas été réel? Spontanément, j'ai envie de te répondre non. Je ne pense pas qu'il aurait eu le même niveau d'influence. Je pense qu'on a besoin de savoir que les histoires sont réelles pour y croire. C'est ce que je te dis spontanément, mais après réflexion, j'en suis pas si sûr. J'en suis pas si sûr. Parce que quand tu regardes dans l'histoire, et encore dans l'histoire très récente de ces dernières années, tu te rends compte que l'humain n'a pas besoin de savoir que quelque chose est réel pour y croire. Tu te rends compte que souvent l'histoire prend le pas sur la réalité. Tu te rends compte que ce qui est important finalement, c'est pas forcément ce qui est vrai, ce qui est important. Pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes en tout cas, c'est l'histoire. L'humain a besoin de croire des choses, l'humain aime croire des choses. Et si tu regardes tous les sujets un petit peu polémiques dans lesquels je ne vais pas rentrer ici parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais si tu prends tous les sujets polémiques où tu as d'un côté les gens qui croient le narratif officiel et de l'autre côté des gens qui croient à une autre version, les gens dans les deux camps finalement n'ont pas de preuves tangibles de la réalité de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils croient. Ils croient juste une version ou une autre basée sur à qui est-ce qu'ils ont décidé d'accorder leur confiance basée sur leur vision du monde à eux, mais fondamentalement, ils n'ont pas, eux, été faire les recherches, ils n'ont pas, eux, les preuves tangibles d'un côté ou de l'autre, en fait, finalement. C'est juste de la croyance, tout ça. L'humain fonctionne avec des croyances, et c'est pour ça que je ne suis pas fondamentalement convaincu qu'un faux influenceur ne puisse pas, dans le monde d'aujourd'hui, surtout, encore une fois, avec ce qu'on a vu ces dernières années, etc., je suis à peu près certain même
que dans le monde d'aujourd'hui, un faux influenceur pourrait développer un vrai niveau d'influence. Et donc, à mon sens, la vraie question, c'est pas simplement est-ce que ça va arriver, est-ce que ce sera possible, tout ça. Je pense que oui. Mais la vraie question, c'est à qui est-ce que ça va s'adresser? Qui va consommer ça? Qui va consommer ce contenu industriel? Qui va consommer, être influencé par ces faux influenceurs et par tout ça? Il y aura évidemment des gens, dans le monde d'aujourd'hui, il y aura évidemment des gens que ça va toucher, et probablement même que ce sera la majorité des gens. Pour autant, il y aura toujours toute une catégorie, voire des catégories de personnes qui ne demanderont qu'une chose, c'est à être touchées directement, à consommer directement de l'humain, du contenu humain, du service humain, etc. Si tu veux, toi, te positionner du côté des artisans, si tu veux te positionner du côté des industriels, il y a évidemment de la place, il y a évidemment de l'argent à faire, il y a évidemment des opportunités. Mais si toi, ton truc, c'est plus d'être un artisan de ta thématique, d'essayer de faire du bon contenu, d'essayer de faire des trucs qui touchent vraiment les gens, de créer une vraie connexion, de travailler sur la relation que tu crées avec les gens, etc. Dans ce cas-là, il faut être, à mon sens, encore plus aujourd'hui, un outsider, c'est-à-dire faire les choses différemment, essayer d'être encore plus spécifique sur les gens à qui tu t'adresses, essayer de connaître encore plus ce petit groupe de personnes à qui tu t'adresses sur le bout des doigts, de connaître exactement comment ils fonctionnent, de créer du contenu encore plus spécifique pour eux, pour t'assurer de te rendre absolument irremplaçable pour ces gens-là. Et moi, je pense, si tu veux, à la plupart de mes clients aujourd'hui, parce que moi, j'aide vraiment les petits créateurs. Mon truc, c'est pas le marketing industriel, je sais pas faire. Je suis plus dans le marketing artisanal, justement. J'aide les petits créateurs, les artisans de leur thématique. Quand je dis petit, c'est loin d'être péjoratif. Et ça veut pas dire petit en chiffre d'affaires. Quand je dis petit, c'est des gens qui n'ont pas l'ambition de devenir une multinationale, d'avoir plein de salariés, etc. C'est plus des créateurs qui font leur truc dans leur coin, qui pour autant gagnent bien, voire très très bien leur vie, mais dont 99,9% de la population n'a jamais entendu parler. Mon client de plus longue date avec qui je travaille depuis le plus longtemps, quelqu'un dont j'ai déjà souvent parlé dans mes contenus, qui lui enseigne un style très particulier de guitare. Il a développé toute une communauté, une petite famille, quoi. Et ce type-là, pour cette petite famille, sur cette micro-niche, il est absolument indispensable, irremplaçable, si tu veux. Je ne vois pas comment, après, on verra ce qui se passe, mais je ne vois pas comment l'intelligence artificielle pourrait remplacer cette hyper spécificité, ce lien hyper fort qu'il a créé auprès de son audience qui sont de véritables fans, super fans de son travail. Et des petits créateurs comme mon client, il y en a des milliers sur le web. Des gens dont 99,9% de la population n'a jamais entendu parler et n'entendra jamais parler, mais qui pour autant gagnent mieux leur vie qu'un ministre, un chirurgien et parfois même un avocat réunis. Et je pense qu'il y aura toujours de la place pour ces gens-là, et je pense même que comme ces gens-là et le contenu humain, etc., va tendre à se raréfier, je pense même qu'il y aura justement un premium à l'artisanat, un premium pour ces petits créateurs humains, et que donc ils se feront payer encore de plus en plus cher. Et la dernière question que je ne vais pas explorer dans cette vidéo parce qu'elle est déjà suffisamment longue et qu'en plus je ne suis pas un expert du sujet, la dernière question c'est comment nous, petits créateurs, est-ce qu'on va pouvoir exploiter l'IA à notre avantage? Parce que oui, je suis convaincu qu'effectivement, on va pouvoir s'en servir. On va pouvoir s'en servir pour être certainement plus productif, automatiser certaines choses, notamment le customer service, etc. Il y a plein de choses qui vont être intéressantes. On va pouvoir s'en servir pour enrichir aussi nos contenus, pour rajouter dans nos contenus des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et on ne connaît pas encore toutes les applications qui seront possibles, qui seront créées dans les mois, dans les années à venir, mais je suis convaincu que oui, ça va pouvoir nous aider d'une manière ou d'une autre à faire du meilleur travail. Maintenant, je ne suis pas encore une fois un expert sur le sujet. Si toi, tu as un avis là-dessus, ça m'intéresse beaucoup que tu le partages avec nous dans les commentaires, juste en dessous. C'est vraiment un sujet, encore une fois, où tout ce que j'ai partagé n'est que pure spéculation. C'est juste ma vision. Donc, si toi, tu as une vision différente, n'hésite pas à la partager en dessous dans les commentaires. Si tu te reconnais davantage dans le profil du petit créateur artisan que dans le profil du créateur industriel, mon job à moi, c'est d'aider les créateurs comme toi à développer leur activité sur le web, à trouver plus de clients.
Si c'est quelque chose qui t'intéresse, le meilleur moyen de recevoir mes enseignements, c'est de t'inscrire à mes emails privés. C'est juste en dessous sur le lien dans la description. J'ai pas de cadeau à t'offrir contre ton inscription, j'ai pas de PDF gratuit, de lead magnet, tout ça. Mon cadeau, c'est mes emails. Si tu t'inscris à ma liste, je veux que ce soit pour lire mes mails. Tu vas voir que chacun de mes mails va t'enseigner quelque chose. Évidemment, dans mes emails, je vends régulièrement. Tu n'es pas obligé d'acheter quoi que ce soit. Peut-être qu'à un moment donné, tu auras envie d'acheter un de mes produits, mais avant ça, je t'invite déjà à regarder ce que je fais, comment je vends, comment je fais mes emails, ce que je raconte, etc. Tu vas déjà apprendre énormément de choses rien qu'en observant comment je travaille. Donc, si ça t'intéresse, c'est sur le lien juste en dessous. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Est-ce que mes spéculations s'avéreront être vraies ou fausses? Seul l'avenir nous le dira.